Donc Jurdi, c'est une association, donc je suis le secrétaire général, qu'on a créé avec des camarades juristes l'année dernière, c'était en mai 2024, et c'est une association qui précisément a pour but de faire entendre la voix du droit international concernant spécifiquement la situation israélo-palestinienne. Pourquoi on a créé cette association? Parce qu'on s'est aperçu que dans les médias français et peut-être plus largement européens, il y avait beaucoup de mensonges en fait propagés sur le droit international, il y avait beaucoup de prises de position, qu'elles soient politiques et médiatiques, qui n'était pas du tout conforme à cette vision du droit international. Et l'idée de notre association, c'est justement de faire outil, de faire œuvre de clarification, de faire œuvre de pédagogie sur les questions de droit international, donc notamment à travers des tribunes, des interventions dans la presse, des colloques, etc. Et c'est aussi, plus concrètement encore, d'agir sur le terrain judiciaire pour faire respecter le droit international à la fois en France, en Europe et éventuellement dans le monde, si on pense par exemple à l'action de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice. Donc on va dire que pour l'instant, notre association, elle est concentrée sur cette situation-là et elle réunit en fait des juristes, on va dire, de haut niveau, que ce soit des universitaires, donc moi je suis universitaire par exemple, des avocats ou des magistrats. Et à l'heure actuelle, notre association compte un peu plus de 100 membres. Donc elle a beaucoup grossi en seulement un an d'existence. Eh bien, on se fonde sur la définition du génocide qui est donnée à la fois dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime pardon, de génocide, et également sur la définition qu'en donne le statut de la CPI qui en fait reprend la définition de cette Convention de 48. Alors qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Alors c'est un acte grave, c'est une succession d'actes graves, ça peut être des meurtres, ça peut être des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, ça peut être soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction, donc typiquement organiser la famine aux fins de détruire tout ou partie de la population, et réaliser justement dans le but précis de détruire tout ou partie de cette population. Et ce qu'on constate, c'est que, à minima, depuis le 26 janvier 2024, c'est la date à laquelle la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance sur le sujet, il existe à minima un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza au regard des éléments qu'on avait à l'époque, c'était il y a plus de 18 mois, à notre disposition. Et depuis, il y a une succession de rapports qui ont été rendus sur la question. Je pense aux rapports notamment onusiens qui viennent par exemple, mais pas que, de Francesca Albanese. Je pense à des rapports qui ont été rendus par des organisations, des ONG. Enfin, je pense à Médecins sans frontières, je pense à Amnesty International, je pense à Human Rights Watch, qui ont rendu quantité de rapports qui viennent finalement asseoir, étayer cette qualification de génocide. Donc, si vous voulez, on a à la fois les éléments de fait dont on a connaissance par les médias qui nous indiquent que tous les crimes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les meurtres, la soumission de la population à des conditions de famine de nature à entraîner sa destruction, ça existe, et que l'intention génocidaire également, elle existe, elle est démontrée dans ces rapports, elle est clamée haut et fort par certains responsables israéliens qui appellent ouvertement au nettoyage ethnique. Donc c'est sur l'ensemble de ces éléments qu'on utilise, nous, qu'on s'assoit pour utiliser cette qualification de génocide. Et je vais quand même dire que, précisément, au regard de tous les rapports que j'ai énumérés, il y a une convergence exceptionnelle de points de vue, mais littéralement exceptionnelle, qui converge justement vers cette qualification de génocide. Alors, l'une des démarches qu'on a initiées, c'est de mettre la France face à son obligation de prévenir le crime de génocide. Alors, je m'explique là-dessus. Je parlais tout à l'heure de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Elle a une implication juridique concrète, c'est qu'elle oblige tous les États du monde, y compris d'ailleurs les États qui ne sont pas signataires de cette convention. C'est ce qu'on appelle l'effet erga omnes des conventions quand on parle de droit international impératif. Donc ça oblige tous les États, dont la France, à tout mettre en œuvre pour prévenir un crime de génocide lorsque l'on sait qu'il y a un risque plausible de commission de ce crime. Or, comme je le disais tout à l'heure, la Cour internationale de justice, dès janvier 2024, le 26 janvier 2024, a alerté sur ce risque plausible de génocide dans la bande de Gaza. Et ça signifie qu'à partir de cette date, donc ça fait maintenant plus de 18 mois, tous les États du monde, dont la France, ont l'obligation de tout mettre en œuvre, tout ce qui peut mettre raisonnablement en œuvre pour prévenir le crime de génocide. Et ce que l'on constate, nous, à Jourdi, c'est que la France, justement, n'a rien fait, n'a pas pris de mesures concrètes pour s'assurer de la prévention du crime de génocide. Comment on fait concrètement quand on est un État pour essayer de mettre fin, en tout cas de faire pression sur l'État qui commet un génocide pour qu'il cesse de le commettre? Par exemple, on prend des sanctions individuelles ciblées. Et aujourd'hui, en France, il n'y a par exemple aucune sanction particulière qui vise un haut dignitaire israélien, quand bien même ça serait un ministre qui aurait appelé ouvertement au nettoyage ethnique. Il n'y a même pas de sanction individuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la livraison d'armes.
C'est-à-dire qu'on arrête d'être un point de passage, par exemple, pour la livraison d'armes vers Israël, en sachant qu'Israël, potentiellement, va utiliser ces armes pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. La France n'a même pas été capable de faire ça. Il y a des armes qui continuent à transiter par la France à destination d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On prend des mesures diplomatiques, on prend des sanctions économiques. Actuellement, il n'y a aucune sanction qui a été prise par la France sur le terrain économique, par exemple, vis-à-vis d'Israël. Bref, si on fait le panorama général des mesures prises par la France pour faire pression sur Israël, pour mettre fin à la commission du génocide, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucune. Et c'est la raison pour laquelle on a saisi le tribunal administratif de Paris. Alors, on a fait une mise en demeure dans un premier temps, et en septembre 2025, donc assez récemment, on a saisi le tribunal administratif de Paris pour que ces tribunaux constatent que la France ne s'est pas conformée à cette obligation de prévention du génocide et qu'il demande à la France justement de prendre des mesures pour véritablement le prévenir. Oui, alors ça c'est une question, effectivement, c'est outre la prévention, il y a le volet répression. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de prévention du génocide, il y a aussi une obligation de répression des personnes qui commettent ou qui sont complices de ce génocide. Et parmi ces personnes, pour ce qui concerne la France, il y a notamment le cas des soldats franco-israéliens. C'est-à-dire qu'il y a la nationalité française et qui, de ce fait, peuvent être jugés dans notre pays et répondre de leurs actes génocidaires. Alors, pour l'instant, il y a quelques procédures qui ont été mises en œuvre, mais qui ne ciblent pas les soldats franco-israéliens. Par exemple, nous avons une affaire pour complicité de génocide qui a été ouverte concernant des personnes qui ont incité à bloquer l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Ça, c'est qualifiable de complicité de génocide. Mais pour l'instant, concernant des soldats franco-israéliens, il n'y a pas d'affaire notable qui est émergée dans les médias. Mais peut-être que ça viendra. On espère en tout cas, je dis que ça viendra et qu'effectivement, ceux qui ont contribué à la commission de ces crimes, que ce soit génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, torture, répondront de leurs actes et que la France prenne sa part dans la répression de ces crimes. Oui, ouais, tout à fait. En fait, la règle en France, c'est que théoriquement, comment dire, il faut que les juridictions françaises soient compétentes pour juger un crime qui est commis à l'étranger. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent justifier cette compétence. Et parmi ces éléments, il y a notamment le fait que l'auteur de l'infraction soit français. Donc, à partir du moment où vous avez une personne qui a la nationalité française, combien même il aurait une autre nationalité par ailleurs, et ben, ça permet à la France de le juger à partir du moment où on a les éléments qui laissent penser que lui, en particulier, il a participé à la commission de ces crimes. Bon, après, la difficulté, voilà, c'est d'identifier si cette personne en particulier a bien commis ces crimes et qu'est-ce qu'elle a fait particulièrement. Et ça suppose qu'il y ait des enquêtes qui soient mises en œuvre, ça suppose qu'on récolte des preuves. Par exemple, les images qui nous viennent parfois de Gaza, qui sont prises par les habitants, qui subissent les bombardements, peuvent parfois aider la justice justement à identifier tel soldat qui aurait commis telle infraction, qui aurait participé à tel crime. Donc voilà, c'est vraiment des réponses individualisées et on espère encore une fois qu'elles viendront rapidement. Alors, ça, c'est un recours qu'on a déposé effectivement contre la Commission européenne et contre le Conseil de l'Union européenne, et qu'on a déposé au niveau de la justice européenne, donc au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est ce qu'on appelle un recours en manquement. Recours en manquement, c'est quand vous constatez qu'il y a une institution européenne, donc les deux donc, que je viens de mentionner, qui a manqué à ses obligations, et particulièrement à ses obligations en termes de droit international. Et nous, ce qu'on constate, c'est finalement assez similaire à ce qu'on constate pour la France, c'est que l'Union européenne, dans sa globalité, n'a pas pris de mesures pour prévenir le crime de génocide, alors même que l'Union européenne, elle aussi, doit respecter normalement cette obligation de prévention du crime de génocide. Et pour le constater, il suffit en fait de faire le parallèle avec ce qu'on a observé pour la Russie. On a vu pour la Russie, par exemple, que l'Union européenne était capable de prendre tout un train de sanctions. On a même vu, je crois que là, on en est au 19e train de sanctions contre la Russie, que ce soit sur le plan diplomatique, économique, en termes de livraison, etc. Alors que pour Israël, pour la situation israélienne, alors même que les services de l'Union européenne constatent eux-mêmes que Israël viole allègrement les droits humains, notamment dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, on n'a pas été capable de prendre la moindre petite sanction. Alors si, il y a quelques mesures symboliques qui ont été prises, mais qu'on n'a même pas osé appeler sanctions. Donc en fait, il y a 19 trains de sanctions pour la Russie, il n'y a même pas un petit wagonnet de sanctions pour Israël. Donc ça pose véritablement un problème, ça pose le problème du deux poids deux mesures, et juridiquement, ça pose le problème que l'Union européenne ne respecte pas son obligation de prévention du crime de génocide. Et c'est pourquoi on a introduit ce recours. Alors il en est où? Alors il a été porté dans un premier temps devant, non pas la CJUE, mais devant le tribunal de l'Union européenne, qui est un autre tribunal dont on parle moins.
qui pour l'instant nous a retoqué au motif que nous n'aurions pas d'intérêt à agir, ce que nous contestons formellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui prévoit justement qu'on peut avoir intérêt à agir, notamment quand l'objet associatif, l'objet de notre association concerne précisément la situation qu'on vise. Et en l'occurrence, dans les statuts de notre association, on vise justement à faire respecter le droit international dans le cadre de la situation israélo-palestinienne. Donc pour nous, il n'y a pas de problème d'intérêt à agir. Et c'est pourquoi, après cette décision défavorable du tribunal de l'Union européenne, nous avons porté un appel devant la Cour de justice de l'Union européenne et nous attendons le retour de la Cour de justice. Elles sont nécessaires juridiquement. C'est-à-dire que si on respecte l'ordre international et le droit international, normalement, c'est des mesures qui devraient être prises. Alors, précisément, tout à l'heure, quand je disais que les services de l'Union européenne avaient constaté eux-mêmes qu'il y avait une violation flagrante des droits humains par Israël dans la bande de Gaza en Cisjordanie, c'était justement dans la perspective de remettre en cause cet accord de libre association avec Israël. Et finalement, on arrive à la situation suivante. On constate que les droits humains sont violés. On a l'article 2 de cet accord de libre association qui nous dit que cet accord est conditionné au respect du droit humain. Et ben, la suite du raisonnement devrait être donc on le suspend ou donc on l'aménage. Et finalement, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que politiquement, il y a effectivement des freins. Il y a des pays qui freinent des quatre fers quand il s'agit de sanctionner Israël. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que il faut tout simplement, parce que c'est une exigence internationale, que l'Union européenne se conforme à ses obligations d'une manière ou d'une autre. Bah, nous, on va faire pression pour faire en sorte que cet obstacle soit surmonté, tout simplement par la menace que l'Union européenne se mette en dehors des clous du droit international et doive précisément répondre devant les tribunaux. Parce que si la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, constate qu'effectivement l'Union européenne ne s'est pas conformée à ses obligations internationales, ça entraîne après toute une série de conséquences juridiques. Ça entraîne le fait, par exemple, que certains pays, voire l'Union européenne en elle-même, puissent être redevables en termes de réparation auprès des victimes. Donc il peut y avoir un préjudice financier pour l'Union européenne et les États. Et par ailleurs, il y a aussi un autre risque dont on parle trop peu, à mon sens, qui est celui de la complicité. Parce que souvent, on pense que l'inaction, le fait de ne pas agir par rapport à une situation, c'est pas suffisant pour constituer une forme de complicité. Mais un, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des juridictions pénales nationales, comme en France par exemple, où on a parfois été amené à considérer que le simple fait de s'abstenir face à un crime qui était commis pouvait être considéré comme de la complicité d'un point de vue pénal. Donc ça peut engager la responsabilité pénale, y compris des dirigeants, des ministres par exemple les ministres des armées. Et d'un autre côté, quand on parle de l'Union européenne ou de la France, on ne parle pas que d'inaction, parce qu'on parle aussi de livraison d'armes. Et la livraison d'armes, ce n'est pas de l'inaction. Ça veut dire qu'on contribue quelque part à nourrir la machine qui commet les crimes, à nourrir la machine notamment génocidaire. Donc en fait, c'est en mettant en avant ces deux risques-là, d'une part le risque financier et d'autre part le risque d'engagement de la responsabilité pénale de ces États et aussi des dirigeants de ces États plus particulièrement, qu'on espère renverser la vapeur. Ben, c'est effectivement un grand problème du droit international qu'on constate particulièrement dans ce moment-là, qui est un moment charnière, c'est son ineffectivité pour lutter contre certaines situations. C'est-à-dire qu'on constate que le droit international, il va très bien s'appliquer dans certaines situations, mais pas dans d'autres, et en particulier dans les situations qui vont déranger, oui, potentiellement des États puissants, généralement des États occidentaux, qui en fait simplement ne veulent pas se soumettre aux règles du droit international. Et nous, précisément, on essaye de militer pour que ce droit international ait une application horizontale, c'est-à-dire qu'il s'applique à toutes les situations de la même façon. Alors, en la matière, il y aurait beaucoup à dire. Enfin, si on parle par exemple de l'action de la Cour pénale internationale, pour ne parler que c'est un exemple qu'on peut donner, hein, c'est vrai que pendant très longtemps, et de manière tout à fait justifiée, on lui a reproché de ne s'intéresser qu'à des affaires africaines. On regardait les affaires ouvertes devant la CPI et on constatait que les seules personnes mises en cause, c'était des personnes originaires d'États africains. Alors même qu'on sait particulièrement, donc on sait très bien que l'Afrique n'a pas le monopole des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc., et qu'ils sont aussi commis par des pays occidentaux, et notamment, par exemple, par les États-Unis, quand ils s'engagent dans des opérations militaires. Donc effectivement, il y a eu pendant très longtemps, et il y a toujours d'une certaine manière une application du droit international à géométrie variable, mais il est vrai que dans cette situation-là, par exemple, pour ce qui concerne la CPI, il faut reconnaître que la CPI a une forme de courage en émettant des mandats d'arrêt aussi contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre des Armées, pardon, Yoav Gallant, ce qui prouve voilà, qu'il y a un chemin quand même qui est tracé par la CPI vers une application un peu plus régulière, horizontale, unanime du droit international. Donc, moi, je partage le constat.
d'ineffectivité du droit international. Je le regrette, bien évidemment. Mais je pense néanmoins, et c'est ce qu'on pense à Jourdi finalement, que le droit international, ça reste un puissant levier justement pour mettre fin à ce type de situation. Ce n'est pas un levier qui est suffisant en lui-même, mais ça fait partie des leviers qui, en conjonction avec d'autres leviers, notamment des pressions qui peuvent venir du peuple, qui peuvent venir de la société civile, ça permettra, nous l'espérons, de faire changer la situation. Et si on y réfléchit de manière un peu plus approfondie, bah, la question c'est aussi la suivante. Imaginons que toutes ces règles de droit international dont on est en train de parler, donc on parle bah voilà, de respect des droits humains, on parle pour la question de la Palestine du droit à l'autodétermination, on parle voilà, de ces grands principes-là. Imaginons que ces grands principes-là tombent de manière radicale, qu'ils n'existent plus, qu'on considère que parce qu'ils sont ineffectifs, il faut les abandonner. Eh bien, qu'est-ce qui reste à la place? Eh bien, il reste à la place la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est peut-être le pire monde que l'on puisse imaginer. Bah, c'est des critiques qui sont absolument absurdes parce que faire respecter le droit international, demander son respect, bah, ça suppose qu'il s'applique à tout le monde, et notamment à Israël qui n'a pas à faire exception à la règle. Et par conséquent, demander le respect du droit international, c'est absolument pas faire montre d'antisémitisme. Enfin, c'est une critique qui est totalement absurde, mais qui en fait est utilisée par des personnes qui veulent décrédibiliser toutes les personnes qui entreprennent des actions pour lutter contre les crimes commis par l'armée israélienne et dictés par son gouvernement. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce sont des critiques insignifiantes, mais qui effectivement, dans le débat public, ont une force particulière et sont très fortement relayées, notamment dans le cadre du débat public français, où effectivement, quand vous venez en soutien à la défense des droits fondamentaux des peuples palestiniens, assez rapidement dans le débat, vous pouvez être taxé d'antisémitisme de manière totalement abusive. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, évidemment, il existe et c'est un problème très important, mais demander le respect du droit international ne peut en aucun cas être assimilé à une forme d'antisémitisme. Il nous relaie peu. Il nous relaie peu. Bah, pourquoi il nous relaie peu? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Alors déjà, il existe bah, dans le système médiatique français un phénomène de concentration qui fait qu'il y a certains médias qui sont eux-mêmes liés à des groupes d'intérêt qui n'ont pas vocation à promouvoir le respect du droit international, qui vont être voilà, sur une ligne qui n'est pas du tout la nôtre. Et d'autre part, il y a un problème qui est aussi fondamental hein, et dont il faut parler, qui est le problème de la méconnaissance par nombreux médias des règles de droit international. C'est-à-dire que vous êtes face à des journalistes qui parfois ne vont pas savoir séparer le bon gras de l'ivraie, pas savoir différencier l'information qui est pertinente en termes de droit international et celle qui ne l'est pas. Et il est vrai qu'on peut être confronté à ce problème parce qu'il y a des journalistes qui vont voir nos communiqués et qui ne vont pas véritablement savoir si c'est sérieux ou pas, alors que dans notre association, sans vouloir trop la mettre en avant, mais il y a quand même vraiment des stars. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de très très grandes pointures du droit international, des personnes qui ont consacré leur vie, qui sont vraiment très compétentes en la matière. Et voilà, je dirais qu'il y a ces deux phénomènes. Il y a une méfiance des médias qui peut-être n'osent pas aller sur ce terrain-là, pour des raisons d'intérêt liées à ceux qui possèdent ces médias-là. Et puis il y a aussi ce phénomène de méconnaissance qui fait que certains journalistes ne savent pas forcément où chercher l'information. Bah, le message que je souhaite leur adresser, c'est qu'on est face à une situation qui est d'une gravité exceptionnelle et que face à ce type de situation, on ne peut pas rester les bras croisés. C'est pas possible. Il faut véritablement avoir un comportement qui est en adéquation avec nos engagements, avec les valeurs fondamentales qu'on porte. Et on dit souvent en fait que le droit international, il est tissé des lois d'humanité. Il est fait de lois d'humanité qui répondent à une forme de conscience universelle et qu'on a érigé collectivement au sortir de la Seconde Guerre mondiale en disant qu'il y a des situations qui sont tellement horribles qu'on a l'obligation morale de les refuser. Et dans cette situation-là, ce que j'ai envie de dire aux juristes, c'est que défendre les droits fondamentaux du peuple palestinien, que ce soit son droit à la vie, son droit à la santé, son droit à l'autodétermination, c'est aussi défendre notre humanité.